compte qu'il y a eu un bond technologique en moins d'une dizaine d'années qui est absolument phénoménal. Maintenant qu'on voit ce que c'est l'IA et ce qu'on veut en faire, il faut en faire une réalité opérationnelle. Des applications pour le soldat. Voilà. Aujourd'hui, l'IA dans la guerre en Ukraine, elle est partout en fait. L'histoire, elle n'est pas écrite, elle est à construire. Ce qui n'est pas négociable, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une prise de décision. L'impact de l'IA sur le champ de bataille ressemblera à l'impact de la bombe nucléaire sur du coup, ce qui est devenu la dissuasion nucléaire ensuite. Pas dur. Quartier libre. Dans ce quartier libre, on va parler d'intelligence artificielle militaire. Comment l'IA change la guerre? Pour répondre à cette question, j'ai invité un spécialiste du sujet, Bertrand Rondepierre, qui est ingénieur polytechnicien. Il a travaillé notamment dans les laboratoires de Google DeepMind avant de se faire débaucher par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, pour prendre la tête de l'agence ministérielle de l'IA de défense. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous êtes déjà des milliers à regarder les premiers épisodes de Quartier Libre, le podcast d'un soldat qui pose des questions à des leaders civils et militaires. Je vous invite à me poser des questions ou à me proposer des invités pour la suite de ce podcast. Et maintenant, c'est parti pour l'IA avec Bertrand Rondepierre. Monsieur Rondepierre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour. Je vais commencer par une question que je pose toujours à mes invités en début du podcast Quartier Libre. Quel est votre métier ? Alors, je suis ingénieur en IA, ce qui signifie plein de choses parce qu'il y a des maths, de la physique, de l'informatique, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'agence ministérielle pour l'IA de défense. Alors, je vais vous poser une question avant de commencer dans le dur. Est-ce que c'est vrai que vous arrivez au ministère des Armées en gyro-roue, une espèce de trottinette ? Oui, c'est vrai. Effectivement, on me regarde souvent du coin de l'œil en ce que c'est que cet ovni. Et effectivement, parce que je suis basé à Rennes et le moyen le plus efficace de me déplacer dans Paris pour faire mes rendez-vous, c'est de me trimballer avec ma gyro-roue dans le TGV. Et vous briefez des officiers, là, en sweat à capuche et de temps en temps en basket, je crois que là, c'est pas le cas, mais... Des fois, je fais des efforts, mais je suis assez fidèle à mon identité enfin, sweat ou quelle que soit la tenue du moment, clairement. On vous regarde de travers ou pas? Ou maintenant, ils sont habitués? Alors, je pense que maintenant ils sont habitués, mais c'est vrai que ça a suscité des interrogations et c'est vrai que je dois reconnaître que c'est une caractéristique dont on parle assez régulièrement. Ouais, j'étais obligé de le mentionner parce qu'un militaire avec l'uniforme et puis la tenue carrée, la question se posait. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans le débat de la définition de l'IA parce que je pense que pour les soldats, ça ne les intéresse pas. En revanche, ce qui les intéresse, c'est l'usage de l'IA. Pour schématiser une action militaire, on peut dire qu'elle a 3 temps. D'abord, il y a du renseignement, le temps de la décision et le temps de l'action. Le renseignement, donc on a des capteurs, que ce soit des capteurs humains, des capteurs images, des capteurs électromagnétiques, du renseignement. On agrège toutes ces données pour les fournir à des décideurs, les officiers dans un état-major. Là, c'est le temps de la décision. Eux décident, OK, on envoie un porte-avions en mer Rouge, ou alors on déclenche une équipe commando dans tel immeuble, ou on déclenche un tir d'artillerie sur tel pâté de maison. Et ensuite, c'est le temps de l'action. Le groupe commando rentre dans l'immeuble, l'artilleur déplace son canon pour tirer sur tel quartier et l'équipage du porte-avions se déplace en mer Rouge. Pour ces 3 temps, est-ce que vous pouvez me dire comment est utilisé l'IA? On peut commencer par la partie renseignement. L'enseignement, c'est probablement la partie la plus simple à comprendre, entre guillemets, parce que ce qu'on peut imaginer, c'est que le renseignement, enfin déjà, c'est des montagnes de données. C'est-à-dire que le renseignement, c'est quoi? C'est du texte, de l'image, du son, enfin c'est tout ce qu'on peut imaginer qui représente une information ou quelque chose. Et donc l'intelligence artificielle, ça permet de prendre ces données et en fait d'en comprendre le contenu. Enfin, c'est ça l'essence de ce qu'on fait au quotidien quand on utilise un chat GPT, quand on utilise un outil du quotidien quelconque, c'est prendre du texte ou quelque chose, le comprendre et faire quelque chose derrière. Et donc, le renseignement, en fait, le fond, en tout cas, moi, comme je le comprends, du métier du renseignement, c'est, à partir de ces montagnes de données, quelle que soit leur origine, il faut que j'en tire une information synthétique et du coup comprendre ce qu'il y a dans ces données et derrière le retranscrire en disant, bah voilà le contenu et voilà qu'est-ce qu'on en tire comme renseignement, comme information sur un lieu, une situation, une personne, tout ce qu'on veut. Et donc ça, pour l'intelligence artificielle, c'est le terrain le plus évident et en fait le plus immédiat en matière d'usage. Et donc, en technologie concrète, par exemple, je vais donner un exemple, imagerie satellite, donc on a des satellites qui prennent des images du globe en permanence, et dans les questions qui se posent, c'est déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ces images? C'est-à-dire que vous prenez l'image d'une zone, on va dire en gros un carré qui fait une certaine taille, on dit bah, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a un bâtiment? Est-ce qu'il y a des mobiles? Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce qu'il y a des engins qui sont postés quelque part? Et donc ça,
Déjà, une image, c'est quelque chose de très grand. Et on imagine, si on se dit 10 km par 10 km, par exemple, si jamais il faut regarder à la main chaque petit carré, en fait, on s'en sort pas. Et donc là, l'intérêt, d'une part, de la machine et de l'IA, c'est d'arriver à avoir cette analyse complète et exhaustive de l'image et de le faire dans l'ensemble de toutes les images qu'on a. Et donc, à partir de cet exemple, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et surtout, quand on fait plusieurs images, qu'est-ce qui change? Parce qu'en fait, l'idée aussi, c'est de dire, qu'est-ce qu'il y a à l'instant T, mais qu'est-ce qu'il y a 24 heures plus tard, si jamais on reprend une image. Donc, voir tous les changements et faire ça en continu sur tout le globe pour toutes nos opérations, bah, ça, c'est un usage très concret déjà de l'IA dans le renseignement. Et on trouve des anomalies. Alors moi, je pense par exemple, un des ennemis que les soldats qui nous regardent connaissent bien, c'est des groupes armés terroristes qui sont souvent retranchés. On ne sait pas exactement où ils habitent, on ne connaît pas leur cache, mais en observant des mouvements de déplacement d'une population, on peut repérer des anomalies et peut-être mieux localiser l'emplacement des caches d'armes. Ce serait un bon exemple? Tout à fait. Alors après, peut-être pas sur l'imagerie satellite, hein, ça dépend, mais effectivement, en combinaison de tout ça, parce que vous avez de l'imagerie satellite, vous pouvez avoir de l'imagerie de drone, c'est-à-dire que vous faites voler des trucs pour faire une reconnaissance, observer un terrain. Les capteurs électromagnétiques, le renseignement humain. Exactement, et vous prenez tout ça, et en fait, tout ce qui vous permet de trouver des signes et des preuves, justement, de qui est installé où, qui est posté où, avec quoi, en fait, tout ça sert justement à produire ce genre d'informations. Et ça, là-dessus, c'est vraiment une technologie qui est capable de faire des choses que en fait, les cerveaux humains ne sont pas capables de faire, ou en tout cas, il faudrait des armées d'officiers et d'analystes pour agréger et comprendre ces données. Exactement, ça c'est probablement un des points les plus importants. C'est-à-dire que c'est pas tant, parce qu'il y a une autre question qui est celle de la capacité humaine versus la machine, mais là c'est pas encore le sujet. Là c'est vraiment une question de volume et d'exhaustivité. C'est-à-dire que si jamais on fait voler 50 drones pour faire une reconnaissance terrain, s'il faut regarder les 50 drones et les flux vidéo, donc la vidéo qui peut durer, je sais pas, on peut dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, et en fait effectivement, comme vous le dites, s'il faut un officier en fait qui regarde l'intégralité du flux à chaque fois, en fait ça marche pas à la fin. Et donc tout l'intérêt de l'IA, c'est traiter le volume de façon exhaustive et en fait comprendre le contenu. Et ça, c'est probablement la partie la plus importante, parce que vous me direz pourquoi l'IA? Parce qu'en fait, l'IA, c'est ce qui permet vraiment de prendre un truc qui est une image et en fait de le transcrire en c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Et de façon très bête, vous prenez juste une photo, en fait, une photo que vous prenez pendant vos vacances, vous avez une maison, des arbres, etc. Rien que le fait de dire, cette image dedans, il y a 4 arbres qui sont comme ci, comme ça, un bâtiment qui est de telle couleur, et puis en plus, il y a peut-être une terrasse, en fait. Transcrire encore une fois, cette image que vous voyez en texte, en sémantique, c'est-à-dire voilà, en objet et en interprétation concrète, c'est ça la tâche que l'IA est capable de faire, que on n'était pas capable de faire avant en tout cas, mais qu'un cerveau humain fait effectivement très facilement. Parce que le grand public, lui, il a accès surtout à des outils de génération, mais là, c'est pas de la génération, là, c'est vraiment de la technologie qui permet d'agréger et d'analyser une masse, et puis surtout, on n'a pas parlé de ça, mais dans un temps court, donc ça apporte de la vitesse aux armées. Maintenant, on passe à la décision. Donc une fois que ce renseignement a été collecté, il est amené à des officiers en état-major pour les aider à décider. Là encore, l'IA, est-ce qu'elle a un rôle? Alors, elle a un rôle, mais qui est en fait qui est probablement le plus compliqué d'ailleurs des 3 volets que vous mentionniez. Parce que la prise de décision, c'est un truc qui est éminemment humain. Donc il se passe 2 choses. D'une part, on peut l'éclairer. C'est-à-dire qu'on a parlé de renseignement, mais en fait, la compréhension du terrain, en gros, arriver à éclairer le brouillard de guerre et arriver à y trouver quelque chose, déjà, c'est ce qui va permettre aux décideurs d'avoir les bases pour prendre sa décision. Donc ça déjà, il y a tout ce qu'on disait sur le renseignement, mais en fait, arriver à outiller le décideur en ayant une vue exhaustive de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, ça déjà, c'est le premier point. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est déjà ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est en train de construire. Il y a une deuxième étape qui est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que pour le moment, pour éclairer la prise de décision, je pense qu'il y a une question d'éclairer les conséquences de la décision. Et donc, si jamais je décide de mener telle ou telle action, qu'est-ce qui se passe en face? Est-ce que ça déclenche quelque chose? Est-ce que ça déclenche une réaction? Est-ce qu'il y a une décision qui est meilleure qu'une autre? Aujourd'hui, on n'est pas encore... L'idée de simulation, en fait. Exactement, c'est ça. On simule rouge. Rouge, donc les forces ennemies, quand on raisonne dans un état-major. Bleu, l'ami, et rouge, l'ennemi. Exactement. Alors, c'est de la simulation, mais aussi d'autres choses, mais effectivement, en tout cas, être capable de prédire et d'anticiper le type de réaction possible et du coup les types de conséquences derrière une décision, ça, effectivement, c'est un des enjeux de l'IA demain sur lesquels, qui sont déjà en train d'être développés, mais qui sont plus complexes parce que on voit bien que la simulation du comportement d'un adversaire, c'est pas évident en tout cas. Donc oui, ça, c'est le deuxième élément. Là, on est sur la partie, du coup, génération. Mais juste pour revenir sur quand le renseignement est agrégé, d'abord par des technologies d'intelligence artificielle, analysé par peut-être d'autres technologies, je ne sais pas si c'est les mêmes logiciels, et souvent peut-être pas, non? C'est des mélanges d'un tas de choses. C'est des mélanges d'un tas d'outils. On va dire, sur la partie aide à la décision,
est-ce que c'est juste éclairer le champ de bataille ou est-ce qu'on va avoir du langage, vraiment des conseils qui arrivent auprès du décideur, du général qui commande une force armée? Ça, c'est une bonne question et la vérité, c'est que c'est à construire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout est possible. Enfin, c'est un des mottos de l'IA, c'est que virtuellement, tout est possible. La question, c'est qu'est-ce qui est pertinent à produire. La question de alors, on va séparer entre le fond et l'interaction. C'est-à-dire qu'il y a l'interaction avec la machine. Et il y a l'usage humain-machine. Et ce qu'on en fait. Donc, sur l'interaction, qu'elle soit textuelle, à la voix, etc., c'est une modalité tout se fait. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que demain, et puis surtout pas que dans la partie de décision, mais sur le terrain, il me paraît évident que si jamais on est avec un clavier sur le terrain pour poser des questions à une machine, ça va pas très bien marcher. Donc, je pense que la notion de l'interaction à la voix, elle est très importante. Et surtout, voix ou non, en tout cas, je pense que ce qui est important dans la prise de décision, c'est d'une certaine façon, c'est le dialogue. Parce que même sur le renseignement, c'est-à-dire que la question, c'est pas juste savoir qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. C'est-à-dire que ça, c'est la partie évidente, c'est OK, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, c'est lever le brouillard de guerre. Mais ensuite, je pense qu'il y a des questions du genre, qu'est-ce qu'il y a à tel endroit? Qu'est-ce que je vois à tel endroit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux est-ce que je peux faire circuler un véhicule par telle route? Et donc, en fait, cette capacité d'interagir avec une machine, de poser des questions militaires, en tout cas qui ont un sens, et une machine qui lui répond, elle est tout bête là, parce que est-ce que je suis capable de faire d'aller du point A au point B par des routes avec tel véhicule? En fait, c'est pas tellement de l'IA, enfin c'est de l'IA, mais c'est que derrière c'est de la lecture de cartes, c'est de la connaissance des routes, c'est produit à partir des images qu'on aurait pu avoir prises avec des drones. Et donc vous voyez que c'est une façon d'interroger en fait les données et en fait la connaissance du terrain. Et donc c'est ça pour moi la prise de décision dans l'éclairage, c'est aussi être capable de dialoguer avec une machine, de poser des questions, d'obtenir des réponses pour éclairer la prise de décision. Oui, par exemple, à Saint-Cyr, un des premiers trucs qu'on apprend chez les officiers, c'est à se poser cette question, et si? Et s'il arrive ceci? Là, en fait, j'avais pas pensé à ce lien, mais on utilise déjà des IA conversationnelles ou beaucoup pour faire du brainstorming, pour se challenger dans cette décision. Et actuellement, on appelle ça, nous, les dialogues de commandement. En permanence, un ordre ou un schéma tactique, il est questionné. Donc là, vous travaillez sur un outil qui pourrait permettre à des décideurs, à des officiers, de challenger leurs décisions, simuler et se poser cette question, et si? Alors ça, c'est la vision interne, mais en fait, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a 3 étapes. Pour moi, il y a connaissance de la situation, c'est-à-dire il n'y a même pas de dialogue, c'est juste, OK, qu'est-ce qu'il y a à tel endroit? Ça, c'est la question simple. Deuxième étape, c'est effectivement le « et si », c'est « est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça ?» Et donc là, dialogue et challenge, entre guillemets, à partir des données que l'IA pourrait faire. Et il y a le troisième volet dont on a parlé, qui est la simulation, c'est-à-dire « et si, qu'est-ce qui se passe en face ?» Et donc là, on est sur 3 étapes, donc on travaille sur tout ça. La première, c'est la plus évidente, ça marche déjà. La seconde, c'est le genre de choses vers lesquelles on se dirige justement avec l'IA générative, on est en train de travailler sur ces outils. Et le troisième volet avec la simulation, là, comme je le disais, c'est un peu plus compliqué, on y travaille évidemment, mais ça a d'autres enjeux technologiques derrière. On est toujours sur la partie décision. Je voudrais m'attarder sur le troisième volet dont vous avez parlé, la simulation. Moi, de manière intuitive, hein, je n'utilise pas encore d'IA en mission, mais j'utilise des IA civiles et je me demande si certains défauts de ces IA civiles ne peuvent pas se transposer dans le secteur militaire. Moi, un des reproches que j'ai, c'est que souvent je les trouve bavardes. Et je me dis que quand je dois décider sur le terrain, il y a un risque qu'on a entre officiers, c'est souvent aller trop loin dans le SI et trop prolonger et parfois se noyer et être pas capable de décider parce qu'on a un surcroît d'informations ou une question qu'on se pose. Est-ce que le caractère bavard des IA peut pas nous pénaliser dans la décision plus que nous aider? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors en fait, il y a 2 capacités clés pour arriver à ce qu'on dit, et c'est pour ça que c'est pas si simple et qu'on n'y est pas encore. La première, encore une fois, c'est la question de la simulation, c'est que juste comprendre le comportement en fait d'un ennemi sur le champ de bataille pour arriver à en faire une simulation. Déjà, ça c'est pas une question évidente, mais bon. Et il y a la deuxième qui est pas du tout tranchée, qui est comment on interagit avec l'IA. Et effectivement, en fait, dans ce que vous dites, il y a un présupposé qui est, ça pourrait être une interaction uniquement textuelle. Effectivement, il y a, en tout cas, ou textuelle même, ou retranscrit vocalement, enfin qu'importe. Et donc effectivement, le risque, il existe. Mais tout l'intérêt de cette construction, c'est que probablement, peut-être ou pas, c'est la bonne réponse, c'est qu'éventuellement, ça se fait de faire des IA qui sont moins bavardes, enfin ça se conditionne, c'est aussi ce qu'on est censé faire à l'agence. Mais il y a peut-être aussi d'autres interactions, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une réponse textuelle, ça peut être par l'usage d'outils. C'est-à-dire que c'est par exemple arriver à montrer sur un terminal, un écran, une carte, ou bien juste retranscrire une information, par exemple de façon audio, sans
sans commenter, entre guillemets, pas en faisant un commentaire humain. Et donc, en fonction de ce qu'on voudra faire à la fin, en fait, c'est ça qu'on aura à ajuster, et c'est pour ça qu'on a tout ce travail de co-construction avec les forces, parce que la réponse, elle n'est pas écrite. Et en fait, tout est possible, et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin, et quelle forme d'outil, avec quelle efficacité. Et ça, c'est à nous de le décider. J'en viens au troisième volet dont je parlais. Donc après le renseignement, la décision, il y a l'action. Une fois que l'officier dans le terrain, il a dit le groupe commando, il rentre dans tel immeuble. Est-ce qu'on va embarquer, que ce soit le porte-avions ou le soldat, est-ce qu'on va embarquer des IA et quelle est votre vision là-dessus? C'est une bonne question. La réponse est oui, de toute façon. Enfin, je veux dire, de l'IA, il y en aura partout. Enfin, le champ de bataille, aujourd'hui, il est éminemment numérique déjà, mais aussi IA. Enfin, c'est ce qu'on voit en Ukraine notamment. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quel niveau et jusqu'où? Ce qui est clair, c'est que dans tous les blindés, les avions, les bateaux et compagnie, évidemment qu'il y aura de l'IA, mais aussi parce que c'est un terrain qui est entre guillemets simple. Parce que d'un point de vue énergie en port, on est quand même capable de poser des ordinateurs. Pareil, dans un poste de commandement, par exemple, on peut imaginer que sous une tente avec de l'électricité, et même éventuellement en mode dégradé, poser des ordinateurs, ça se fait aussi. Enfin, je veux dire, ça ne choquera personne. Ce qui, à mon avis, est une vraie question, c'est ensuite, effectivement, dans les mains du soldat, parce que c'est ça là qu'on va avoir une vraie question, c'est comment on amène l'IA dans les mains du soldat. Et ça, c'est une vraie réflexion, parce que je pense que personne ne sera très content si je leur dis « Ah bah c'est super, vous allez embarquer de l'IA, et donc dans votre sac à dos, on va vous mettre un ordinateur qui pèse 15 kilos », je pense que personne ne sera content. Et donc, bon, on le fera, hein. Même si on n'est pas content. Oui, mais il faut que ça ait derrière une vraie plus-value. Enfin, en tout cas, la contrainte doit être à la hauteur de la plus-value. Et donc, ce qu'on imagine par contre, c'est qu'effectivement, dans tous les équipements d'emport, on est capable de faire beaucoup de choses, en fait, pour le coup, sans embarquer des ordinateurs, donc en mode plus léger, en tout cas, en main. Et donc, on peut l'imaginer dans les armes, d'une part. Enfin, il y en a certains, c'est pas un secret, hein. Le smart shooter, qui est un fusil qui tire, en fait, qui embarque de l'IA pour tirer de façon plus précise. Enfin, ça, c'est un exemple très concret, alors que nous, on développe pas, mais qui existe dans d'autres pays. Et donc, ça, c'est concret, et c'est une arme qui est employée, donc qui se tient en main, qui ne change rien. Ensuite, dans tout l'équipement du soldat de main, est-ce qu'on réfléchit à des équipements qui emmènent certaines interfaces? Enfin, ça, c'est une chose à voir. Et puis, derrière, il y a aussi un dernier truc qui est communication, avec la partie d'une communication radio et d'un flux, alors radio qui forcément est à repenser à l'aune du brouillage généralisé qu'on voit en Ukraine, mais on voit qu'on est aussi capable d'avoir un dialogue avant-arrière, et du coup, sans avoir forcément dans les mains du soldat, quand même lui donner des capacités, que ce soit en connecté ou en déconnecté. Donc, en fait, tout ça pour une longue réponse pour dire que l'histoire, elle n'est pas écrite, elle est à construire, mais il y a énormément de possibilités, d'opportunités pour faire en sorte que, en opération sur le terrain, il y ait de l'IA dans l'équipement du soldat. Et puis, il y a un dernier élément qui est dans tous les équipements et l'artillerie pour faire feu, etc. En fait, il y a aussi de l'intelligence qui peut être plus distribuée. C'est-à-dire que dans l'usage, par exemple, qui pourrait être fait d'équipements qui ne seraient pas forcément emportés, mais on peut imaginer notamment avec l'impact de la robotique, et en gros, être accompagné de mules, par exemple, qui transporteraient du matériel sans que le soldat ait à se soucier. Enfin, il y a plein de façons aussi périphériques pour emmener de l'IA, et pas que, entre guillemets, dans l'embarquement de l'équipement que le soldat a. Et j'allais me demander si, dans un premier temps, l'enjeu pour le soldat, là on parle vraiment du fantassin sur le terrain, c'est pas plutôt d'embarquer des capteurs qui vont nourrir les IA dont on a parlé? En fait, c'est les deux, parce qu'une fois que vous embarquez des capteurs, vous embarquez forcément un peu de matériel. Donc, la problématique est la même. C'est-à-dire que du moment que vous commencez à embarquer de l'électronique et du numérique, vous pouvez embarquer de l'IA. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on y met? Alors ça, c'est la vision. Je voudrais, juste pour qu'on fasse un état des lieux de ce qu'est l'IA aujourd'hui, là, bon, il n'y en a pas sur le fantassin, pas encore. En revanche, dans un Rafale, dans un porte-avions, il y a déjà des intelligences artificielles. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, si on prend un bateau, parce que l'avion c'est encore autre chose, mais le bateau, encore une fois, c'est un cas assez simple, parce que il y a de la production électrique, et vous mettez des machines, vous mettez des ordinateurs, et donc vous êtes capable de mettre de l'IA, d'un point de vue capacité. Donc ensuite, à quoi ça ressemble? En fait, ça ressemble à tous les volets dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est déjà, alors, du renseignement, peut-être pas du renseignement au sens dont on l'a évoqué, mais en tout cas de la collecte et de l'interprétation de données qui sont issues des capteurs du bateau. Donc vous avez un radar, le radar, il donne un signal, et la machine vous dit qu'est-ce qu'il y a dans votre signal radar. Donc ça, c'est un exemple concret, et sur un bateau, ce genre de choses, ça fonctionne déjà.
Ensuite, il y a aussi tout ce qui est même dans le quotidien exercice de planification. C'est-à-dire que l'IA, on pense souvent aux trucs très concrets, très opérationnels, Oui. système d'armes et compagnie, mais en fait, le quotidien, en tout cas, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, mais le quotidien que j'ai moi, c'est aussi beaucoup de fichiers bureautiques, etc. Et Du donc, calcul. du calcul, ce genre de choses, par exemple, prévoir une opération, c'est aussi de la réflexion, de la logistique, de la planification. Et donc, il y a déjà aussi beaucoup d'IA qui permet de faciliter toutes ces opérations. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous tapez à la main dans un tableur, parce que vous faites de la logistique, un certain nombre de caractéristiques, de matériel, etc., bon, bah, peut-être que vous avez envie de dire, OK, en fait, je vais mettre tous ces éléments-là, tac, et puis en fait, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle est la logistique, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est en panne, qu'est-ce qui n'est pas en panne, et en fait, de pouvoir prévoir ma manœuvre. Et donc, ça a l'air tout bête, mais en fait, dans les outils du quotidien et la réalité de ce qui est utilisé, il y a aussi énormément d'outils de planification, de compréhension et de facilité, en fait, pour faire en sorte que l'opérateur fasse le même métier qu'il faisait avant, mais de façon beaucoup plus efficace. Ouais, je me suis concentré spontanément sur la partie action guerrière, donc renseignement, décision, action, mais il y a aussi le soutien dans les armées. Et c'est peut-être, vous pensez que c'est là-dessus que, à court terme, le plus d'outils vont se développer? C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense plutôt qu'il ne faut pas voir l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si jamais on fait que la partie système d'armes, enfin, je veux dire évidemment que c'est un impact, mais quand on, en tout cas, encore une fois, moi, la perception et ce que je vois de la réalité des opérations, c'est quand même qu'il y a aussi entre ces phases, il y a beaucoup de travail d'état-major, de bureautique, entre guillemets, on peut l'assigner comme ça, en fait, qui est aussi le quotidien des opérations. Et donc, si jamais on fait que la partie système d'armes en oubliant cette partie-là, en fait, on manque aussi un peu la question, parce que sur ce que vous indiquez sur ces trois volets, en fait, ce qui conditionne l'efficacité, c'est la capacité de faire tout ça très vite. Ouais. Et donc, si jamais vous améliorez, vous comprenez mieux votre renseignement, vous comprenez mieux vos données, vous faites de meilleures actions, vous prenez de meilleures décisions, mais si en fait, c'est-à-dire qu'entre le passage du renseignement à la décision et de la décision à l'action, en fait, si vous êtes très lent parce que vos outils sont pourris, bah, je ne sais pas si vous avez vraiment été très efficace sur le bout en bout. Donc, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, mais c'est tout ça à la fois. Et je pensais à un exemple très concret pour tous les soldats. Nous, on appelle ça le rétex, le retour d'expérience. Donc, une fois que toute cette boucle, pour boucler la boucle décisionnelle, il y a aussi faire remonter ce que le soldat sur le terrain il a appris, ce que le capitaine, ce que le général il a appris pour peut-être la mission d'après. Là-dessus aussi, il y a un rôle à jouer dans l'agrégation de ces données-là, de ces rétex. Bah, ça, c'est un très bon exemple, d'ailleurs, qui est à la frontière de ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, du rétex, c'est du texte. Enfin, du texte, c'est une vision, en tout cas, des gens qui font remonter ce rétex, qui leur est propre. Voilà. Et donc, il y a plusieurs enjeux à ça. C'est de la bureautique, entre guillemets, parce qu'à la fin, c'est des fichiers texte, grosso modo. Et donc, tout l'enjeu de ce rétex, c'est d'arriver à récupérer la substantifique moelle du contenu. C'est-à-dire que sur des équipements, par exemple, quels sont les problèmes qui sont rencontrés? Et donc, quand vous avez des centaines, voire des milliers de documents sur ce sujet-là, effectivement, même chose que tout à l'heure, est-ce qu'on met 50 personnes à lire ces documents, enfin, ce qui est compliqué en pratique parce que c'est pas un exercice si simple que ça, ou est-ce qu'on est capable de produire des machines et des IA en fait, qui sont capables de lire exhaustivement tous ces comptes rendus et de dire en fait, ok, en fait, les problèmes qui ont été constatés sur le terrain, c'est ces trois trucs particulièrement, voilà pourquoi, voilà dans quelles conditions. Et en fait, c'est effectivement un des cas les plus évidents et sur lesquels en fait, on a déjà des outils qui sont capables de faire ça, être capable de dire ok, en fait, à partir de tout ce volume de rétex qu'on a amassé, voilà les enseignements qu'il faut en tirer, voilà sur quoi il faut travailler. Ça, c'est déjà une réalité pour le coup. Et là encore, il faudrait des milliers d'analyses, des milliers d'officiers d'état-major à faire ce boulot. Donc la technologie fait bien quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Moi, je le vois hein, en mission très souvent. On sait que les rétex existent, déjà on a des difficultés d'accès, ou alors, comme toujours, il y a un problème de mémoire et puis de temps de lecture. Je ne peux pas lire les rétex de toutes les missions qui m'ont précédé, donc je pense que ça peut être en effet une bonne aide. Et dans la durée également, à mon avis, parce qu'il y a aussi le rétex pris ponctuellement, et ensuite le rétex dans la durée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la même chose de regarder ponctuellement un événement, une action, une sortie d'action, versus regarder un an. Par exemple, on parle de matériel, c'est-à-dire l'intérêt, c'est pas le rétex une fois, en fait, c'est le rétex sur l'ensemble de la vie d'un matériel. Et ça aussi, en fait, si jamais à chaque fois il faut relire l'historique en entier, c'est vraiment un véritable enjeu. Pour un commandant d'unité qui arrive en mission au Mali, généralement il a été précédé tous les 4 mois par un chef différent. Il va faire quoi? Il va lire le rétexte des 4 mois d'avant, des 4 mois encore peut-être avant. Il peut pas remonter aux 8 années de la mission. Exactement. Donc je vois très bien l'usage immédiat. Une autre manière de voir la militarisation d'outils IA, c'est sur l'aspect information.
D'ailleurs, je tiens à le dire, là, on est dans une salle de presse de la DICODE qui nous accueille à Balère, au siège du ministère des Armées. C'est peut-être un des phénomènes les plus visibles pour les civils, c'est l'usage des IA dans l'empoisonnement du débat public et des médias avec des opinions ou des faits qui sont faux. Là aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un usage militaire de l'IA à la fois pour faire de la désinformation et pour lutter contre cette désinformation? Alors, il y a deux choses. Déjà, d'une part, le constat, parce qu'il a son importance, c'est qu'en fait, avec l'avènement de l'IA dite générative, on est capable de générer du contenu de toute nature, hein. Au début, c'était du texte, ensuite, ça a été des images, maintenant, c'est des vidéos qui pourraient, à s'y tromper, ressembler à quelque chose qui aurait été tourné dans la réalité. Donc, on voit déjà qu'il y a tout un spectre de génération de contenu qui a explosé ces dernières années. Donc, effectivement, ce à quoi ça nous expose directement, c'est de la désinformation, c'est de la génération de médias en fait, dont on ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et donc, avant de venir sur la question de l'empoisonnement, etc., déjà rien qu'être capable de faire cette distinction entre le vrai et faux, en fait, ça se fait aussi avec des IA, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que des IA pour lutter contre des IA. Et donc, là, je vais me ramener en fait à la position de l'agence qui est un fournisseur de technologie. C'est-à-dire que ce soit clair, c'est pas l'agence qui fait de la lutte contre la désinformation. Ça, c'est le rôle des armées et du ComCyber, du commandant de la cyberdéfense en l'occurrence, à qui on fournit des outils pour faire un tas de choses, et notamment ce que je viens de dire, à savoir être capable de détecter le vrai du faux. Parce que ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que si déjà on n'est pas capable de faire ça, ça fonctionne pas. Ensuite, le ministère, il a une doctrine, et là pour le coup, ça ne m'appartient pas d'en parler, effectivement, de lutte contre la désinformation. Et effectivement, évidemment que les outils d'IA ont toute leur place dans cette lutte, comme, si on peut faire la comparaison, comme des systèmes d'armes sur le terrain, des systèmes d'armes dans le domaine numérique pour lutter contre ce qui est fait en face. On est obligé d'en parler dans le cadre de la défense parce que le soldat sur le terrain, il fait la guerre, mais si on veut gagner la guerre avant la guerre, il y a aussi cette notion de cohésion nationale et qui peut être abîmée par la désinformation. Je voudrais qu'on parle un peu plus de votre profil, parce que vous êtes vraiment atypique au sein du ministère des Armées. Vous vous êtes intéressé à l'IA dès 2017. Vous avez participé à un rapport, qui est le rapport de Cédric Villani, un mathématicien, qui parlait déjà d'IA. Ça montrait que dès 2017, les choses étaient en place. Nous, dans le grand public, on a découvert avec ChatGPT, mais tout ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez déjà. Je me suis intéressé à l'IA bien avant ça, en fait. C'est-à-dire que d'ailleurs, en fait, c'est cet intérêt qui m'a amené en fait, à cette mission. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment, faut comprendre qu'il y a vraiment eu une explosion autour de 2013-2014, parce que au moment où moi je suis parti me former en IA comme ingénieur, c'était pas du tout à la mode en fait, on n'en parlait pas, ça n'intéressait pas grand monde en réalité. Et donc j'ai un peu, enfin je sais pas si j'ai eu du bol, mais en tout cas j'ai précédé cette tendance qui a complètement explosé dans les 2 années qui ont suivi. Et donc, effectivement, il y a eu 4 ans d'émulation internationale sur le sujet de l'IA, et effectivement, qui a conduit à cette mission en 2017, où avec l'explosion générale du sujet, du coup, la France s'est posé la question de quelle est notre stratégie en la matière. Et en fait, ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a pas été détrompé, c'est-à-dire qu'on voyait déjà à l'époque tout le potentiel. Et en fait, ce qui est venu, qu'est-ce qui s'est passé en fait de nouveau ces dernières années, c'est l'IA générative en fait qui a fait atterrir l'IA dans les mains du grand public. Parce que je pense que c'est ça qui a changé entre 2017 et maintenant, c'est que en 2017, l'IA c'était un truc qui n'était pas hyper tangible. C'est-à-dire que bon, vous, moi, au quotidien, ok, on vous parle d'IA, vous voyez grosso modo que y a des algorithmes qui permettent d'identifier des races de chats et de chiens dans les photos, c'est très impressionnant, très bien, mais ça n'avait pas de tangibilité dans le quotidien. L'IA générative, ChatGPT et tout ce qui a suivi, ça a changé parce que le grand public, n'importe qui, vous, moi, ma mère, mon père, pouvait aller sur Internet et parler à une IA générative, chose qui ne s'était jamais fait, ou en tout cas qui n'avait jamais été aussi largement distribuée au préalable. Et donc en fait, c'est tout un continuum. Et donc en fait, ce qu'on disait en 2017, qui était déjà vrai, de dire en fait, on voyait bien cette tendance technologique, et on voyait bien les opportunités, les potentiels, et en même temps les dangers. En fait, c'est juste que la technologie a évolué exactement dans le sens qu'on pouvait anticiper à l'époque. Je pense que la surprise, du coup, la question, c'est plutôt quelle a été ma surprise, en tout cas, c'est la vitesse à laquelle ça a évolué. Vous m'aurez posé la question en 2017, on m'aurait dit, est-ce que vous imaginez qu'en 2022, il y aura telle chose qui va se passer? J'aurais dit, oh là là, jamais de la vie, et puis si je vois ça de mon vivant, déjà, je serais impressionné. Bon, tout le monde peut se tromper, la vie. Ah oui, vous étiez autant sur vous étiez sur des temps aussi longs. Je ne pensais pas, encore une fois, exercice d'humilité, mais être capable de dialoguer avec une machine, de faire générer des contenus, en l'occurrence des images, des vidéos, comme je le disais, de façon aussi précise qu'on le fait aujourd'hui,
honnêtement, pour moi, c'était impensable en 2017, étant donné la technologie qu'on connaissait à l'époque. Enfin, en 2017, déjà, on se félicitait d'être capable de reconnaître vaguement des objets dans des images. Et c'était déjà une performance incroyable. Donc vraiment, je pense qu'il faut se rendre compte qu'il y a eu un bond technologique en moins d'une dizaine d'années qui est absolument phénoménal. Donc dès 2017, vous avez cette vision. En plus, on voit bien, vous dites qu'il ne faut pas saupoudrer la politique d'IA, il faut se concentrer sur quelques domaines. Et vous mettez dans les 4 domaines la défense et la sécurité. Où on en est en France dans cette course à l'IA? Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est bien placé? Bon alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai cette constance, et du coup, devenant patron de l'agence ministérielle pour l'IA de défense, donc j'ai une certaine cohérence, on me l'accordera. En 2017, en fait, c'était le début, c'est-à-dire que toute l'industrie, grosso modo, mais même internationalement même, était, je ne veux pas dire à la ramasse, mais je veux dire, en gros, il y avait deux vitesses. Il y avait les géants de la tech, les pure players de l'IA et du numérique, qui étaient partis, en fait, parce qu'ils avaient tout un héritage en matière de données, de savoir-faire, qui faisait qu'ils étaient naturellement sur ces problématiques-là. Et il y avait le reste du monde qui découvrait que l'IA était un objet qui allait percuter le quotidien de chacun. Et donc, à l'époque, on avait vraiment ces deux vitesses. Et donc, ce qui s'est passé depuis 2017, je pense que c'est une montée en puissance à l'international de tout, des entreprises, des gouvernements, sur la question de l'IA, qui nous amène aujourd'hui, en 2025, à ce qu'on est. Alors donc, pour faire une évaluation de la situation, je pense que tout ce qui est éminemment numérique, en fait, a évolué très vite. Parce que, encore une fois, quand on est déjà dans le domaine du numérique, c'est beaucoup plus facile d'aller vers l'IA quand on ne l'est pas. Et ensuite, il y a toutes les structures plus compliquées, grandes entreprises, ministère des Armées, nous concernés. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entité numérique par définition. Enfin, je veux dire, je ne sais pas, vous l'avez dit, est-ce que le soldat se sent numéricien dans son quotidien? Je serais surpris qu'on me dise que oui. Et donc ça, c'est la moyenne du monde de façon générale. Et donc tout l'enjeu en fait qu'on a connu en tout cas depuis 2018, c'est dans la stratégie qui existait déjà aussi pour le ministère des Armées suite justement à ce rapport Villani, c'était monter en puissance de l'IA et être capable justement de se mettre en position de faire ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, à savoir ces 3 volets, du début, renseignement, décision, action, et avec une montée en puissance progressive. Et là où on a vu une accélération, c'est alors c'est 2018 le début pour le ministère des Armées. Entre 2018 et la création de l'agence en 2024, en fait, beaucoup d'effervescence, beaucoup de développement, beaucoup d'idées en fait d'IA en fait à utiliser dans le quotidien du ministère. Et en fait, le changement en fait en 2024 avec la création de l'agence, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire en fait, maintenant qu'on voit ce que c'est l'IA et ce qu'on veut en faire, maintenant il faut en faire une réalité opérationnelle. Des applications pour le soldat. Voilà. Et surtout la livrer, la mettre dans les mains des soldats et des opérations, parce que on était beaucoup, et c'est pas une critique, hein, comme le reste du monde, on était beaucoup sur des preuves de concept, on était beaucoup sur des démonstrations, mais je pense que personne ne contredira sur le fait qu'on n'était pas encore sur une réalité très tangible. Et donc, avec la maturité de la technologie, aujourd'hui, qu'on voit depuis 2022, 2023, 2024, en fait maintenant, c'est une réalité, et donc il faut la mettre dans les mains des opérationnels. C'est quoi les pays les plus avancés sur l'IA de défense ? C'est toujours difficile à dire parce que on est tous à la fois très disants sur ce qu'on fait et pas trop disants sur les choses qui sont les plus critiques. Donc je pense que indubitablement les Américains, hein, par l'assise industrielle qu'ils ont, leurs pure players de l'IA, etc., évidemment, qui sont très en avance. Ce qui est beaucoup plus difficile à dire et ce sur quoi je ne m'aventure pas parce que ce n'est pas ni mon domaine ni ma compétence, effectivement, côté Chine, on serait surpris, enfin, en tout cas, ils mettent un énorme investissement et un énorme effort sur l'IA. L'IA de défense, c'est compliqué, encore une fois, d'avoir une vision très claire, mais ce serait très surprenant de se dire qu'ils ne sont pas en avance là-dessus aussi. Et ensuite, je pense que dans l'ambition ministérielle, donc, qui était au moins de nous passer au premier plan européen, je pense que pour le coup, c'est toujours difficile d'être affirmatif, mais en tout cas, si on n'y est pas, on n'en est pas très loin. Vous prenez un risque en le disant. Je prendrai un risque en le disant, en tout cas. Mais très clairement, on est dans les nations qui ont pris le plus d'avance, en fait. Et en fait, dans la mise en œuvre de cette stratégie, créer une agence, en fait, investir, arsenaliser, on pourra y revenir. C'est un choix très fort, en fait, qui nous place quand même très en avant de ce que les autres ont fait, en tout cas dans la perception que j'en ai. Alors, on ne peut pas suivre ce que font, ou en tout cas, on ne peut pas révéler à quel point on suit ce que font d'autres puissances, mais dans des conflits en cours que tout le monde a en tête, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, notamment par exemple dans le ciblage de tirs d'artillerie, c'est des IA et des calculateurs qui peuvent désigner des shortlists de cibles?
Alors oui, enfin, en Ukraine, c'est clairement ce qui se passe, hein. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est ni un secret ni une découverte. On est dans un environnement qui est quand même embrouillé. Donc il n'y a pas une onde radio qui passe. Donc le pilotage d'une mission téléopérée ou d'un drone par un pilote sur le terrain, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, concrètement, ça n'existe plus. Et donc forcément, il y a de l'autonomie dans tout ça. Et donc forcément, si vous, pour faire de la reconnaissance, par exemple, si vous avez un drone qui vole au-dessus d'un terrain, s'il navigue au GPS ou à la radio, ça ne marche pas. Donc il fait de la navigation par d'autres moyens, y compris de l'optique. Du filaire maintenant aussi. Et du filaire, effectivement. Ce qui revient effectivement dans les idées de choses à mettre en œuvre qui étaient un peu abandonnées, mais qui en fait retrouvent du low-tech qui redevient toute leur pertinence. Donc effectivement, c'est impensable. Enfin, aujourd'hui, l'IA dans la guerre en Ukraine, elle est partout en fait. Elle est partout. Après, pas avec des choses qui sont forcément toujours très évoluées. Hein. Encore une fois, là, c'est un enjeu de vitesse de réactivité. Mais par contre, ça rend le service. Et donc ça, aujourd'hui, c'est indubitable que c'est une réalité. Avant votre participation au rapport Villani, vous êtes parti chez Google DeepMind. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors, en fait, j'ai commencé, c'était à l'époque où le développement de Google et d'un tas d'autres entreprises se faisait en France. Il y avait des investissements qui avaient été annoncés et donc qui montaient le laboratoire de recherche en IA de Google en France. S'en est suivi une période d'expansion en Europe par ailleurs, mais qui est encore un autre sujet. Donc, le tout début, c'était être capable déjà de faire cette transcription et de faire ce lien entre une entreprise américaine, éminemment, et un écosystème français, recherche industrielle, qui permettait justement d'avoir cette première présence de Google en Europe dans des labos de recherche. Et en fait, si je dois résumer mon métier, parce qu'en fait, on ne dirait pas, mais il y a un continuum. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu la même chose que ce que je faisais chez Google, c'est faire fonctionner des choses. Quand on est dans des organisations complexes, et quand je dis complexe, en fait, c'est des organisations comme le ministère qui impliquent beaucoup d'entités, beaucoup de personnes, enfin, en volume. Et donc, le problème qu'on n'a pas, en tout cas pas à la même manière dans une start-up où on aurait quelques personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est vraiment la complexité des organisations et faire fonctionner les choses. Et ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Et je pense que tous ceux du ministère des Armées qui nous écoutent se rendent bien compte que le ministère, c'est une machine qui a des processus, c'est une machine qui n'est pas évidente à mettre en branle, à faire changer, etc. Et donc, le job que j'avais chez Google, c'était arriver à avoir une grosse boîte comme celle-ci et faire en sorte que, dans un contexte donc, des labos de recherche en IA de Google, c'est de faire en sorte que, malgré cette grosse structure, malgré le fait que cette boîte internationale avec des ramifications partout, fonctionne un peu comme une start-up. Que la montagne bouge. Exactement. C'est vrai que vous avez été du coup débauché par le gouvernement de Google DeepMind? Alors, débauché, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas, on est venu me proposer cette opportunité de diriger l'Amiad, mais même de la créer, parce que l'année dernière, quand il était question de l'Amiad, en fait, c'était une idée, en fait, c'était une stratégie, et donc la question, c'était la mise en œuvre. Donc oui, d'une certaine façon, j'ai été débauché et j'ai accepté de quitter cette entreprise. Et là, c'est un bébé qui a juste 1 an, on va en reparler tout à l'heure, mais vous avez recruté massivement pour faire monter en puissance cette IA de défense. En plus, vous venez de l'école polytechnique, donc déjà une école militaire. Je sais que, alors moi j'ai un camarade qui est polytechnicien dans mon régiment. Vous avez eu ce choix de faire une carrière militaire, une carrière civile. Qu'est-ce qui vous a orienté dans la carrière civile d'ingénieur et puis revenir maintenant dans la défense? En fait, dans mon parcours, il faut se dire que mon point de départ, c'était l'intérêt de la science et en fait de la matière. Et en fait, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je disais l'IA, c'était pas un sujet de mode quand j'étais à l'école. Ouais. Et en fait, du coup, les jobs n'existaient pas énormément en réalité. Et donc moi, je me suis posé la question, comment on fait des choses intéressantes, donc de l'IA, dans un contexte qui me parle et donc qui était plutôt orienté service public, parce que j'avais envie que ce que je fasse au quotidien soit utile. Et à l'époque, je m'étais dit, finalement, la conversation qu'on a, en fait, c'était ça. En fait, où est-ce qu'il y a des données, où est-ce qu'il y a des usages, où il y a un potentiel pour l'intelligence artificielle? Et en fait, la réponse du ministère des Armées s'est imposée assez rapidement et assez facilement. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi cette voie de partir dans le domaine de la défense dès ma sortie d'école. Cette question de votre carrière et du sens, je vais la relier parce qu'elle parlera, je pense, à
à la fois aux civils qui nous écoutent et aux militaires, à la question de l'éthique. Je voulais l'aborder. Tout à l'heure, vous avez précisé que vous êtes une agence, vous fournissez des outils. Ce n'est pas à vous ni à moi de définir la limite gauche et droite de l'usage de ces nouveaux outils et puis bientôt de ces nouvelles armes. Mais forcément, c'est des questions que je veux poser parce que parmi les officiers qui prendront des décisions conseillées par des IA, c'est des camarades à moi, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse. On va commencer par la question la plus large possible. Je me demandais, selon vous, l'IA va-t-elle augmenter ou baisser le niveau de brutalité dans la guerre? C'est une bonne question. Je pense que je ne saurais pas quantifier si c'est l'un ou l'autre, mais ce que je pense, c'est que ça va la changer. Quand on a parlé d'autonomie sur le théâtre, et donc le sens de l'histoire, c'est aussi la robotique en fait, qui va de plus en plus se développer. Et je pense que, sans être capable d'évaluer si c'est plus ou moins brutal, ce qui est clair, c'est que la typologie des conflits et du coup de ce qui va être sur un théâtre d'opération va changer. Et donc, parmi les questions que ça a posées aussi, c'est donc qu'est-ce que vont faire nos adversaires et qu'est-ce que nous on va faire. Je pense que c'est une question qui est ouverte. Dans un contexte où vous avez de la robotique en face de vous, est-ce que vous envoyez des humains? Est-ce que vous envoyez des robots? Oui. Et donc ça fait partie des questions qu'on se pose. Alors, c'est pas, comme vous l'avez dit, c'est pas à moi d'y répondre. Moi, je fournis des technologies, mais quand même en réfléchissant à ce genre de questions, parce que sinon, je passe à côté de ma mission. Mais en fait, c'est tout ça qui doit éclairer aussi cette prise de décision. Donc, brutalité, plus ou moins, je ne sais pas. Mais clairement, il faut s'attendre, à mon avis, à du changement assez profond sur la façon dont les conflits vont se dérouler. Parce que je pensais aussi à un exemple peut-être contre-intuitif, parce qu'on a tendance immédiatement à penser IA, à la démoniser, etc., ce qui est normal, et c'est peut-être sain d'ailleurs dans le débat public, mais plus on est précis, et plus peut-être on peut aussi faire des frappes chirurgicales. Donc c'est pour ça que je pensais à cette notion de brutalité, qui peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je reprends l'exemple sur les tirs, et le fait qu'on utilise des IA pour agréger du renseignement, l'analyser, et derrière dérouler tout simplement une liste de coordonnées de tir, où derrière un officier, alors évidemment il n'appuie pas sur un bouton, mais on peut dire qu'il déclenche le tir d'artillerie fondé sur des données et des analyses qui lui sont données par une technologie. Quand on demande aux créateurs de l'IA ou à ceux qui la comprennent le mieux, si un jour elle va pouvoir expliquer comment elle raisonne et comment elle génère ses résultats, la plupart disent que c'est pas sûr qu'elle y arrive un jour et qu'on comprenne vraiment comment ça fonctionne ou comment elle prend des décisions. Et de toute façon que c'est pas vraiment important puisque le modèle sera fiable, les données et les décisions prises seront statistiquement peut-être les plus fiables ou encore plus fiables qu'un homme. Ça, vous êtes d'accord avec ce constat d'abord? Moi, je le vois un petit peu différemment. L'IA, c'est une technologie. C'est une technologie qui est développée par des ingénieurs, des chercheurs, en tout cas des scientifiques. Donc, par définition, le sens de ce que sera l'IA en pratique dans les produits pour la défense, il n'est pas écrit. Il est justement à construire. Et je vais faire un détour parce que c'est une des raisons pour laquelle l'agence, d'une part, on embauche des militaires, plutôt on fait venir des militaires des forces au sein de l'agence parce qu'on a besoin d'avoir cette connaissance opérationnelle. Et du coup, le plus important, en fait, c'est de construire des outils, de les construire avec les gens qui vont l'utiliser, et pas de juste dire, voilà, tiens, un algo d'IA, débrouille-toi avec. Parce que ça ne fonctionnera pas, en réalité. Est-ce que du coup, la question que vous posez sur est-ce que les IA sont capables d'expliquer, en fait, le côté intrinsèque de l'IA, d'être capable d'expliquer sa décision, c'est un demi-faux problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des technologies aujourd'hui qui font que c'est compliqué de faire... Enfin, l'IA n'a pas intrinsèquement cette capacité d'explication. Par contre... pour ce qui a été évoqué, à savoir par exemple pour faire sortir des coordonnées, la question c'est pas d'avoir juste une liste de coordonnées. La question c'est d'avoir une liste de coordonnées, mais surtout d'outiller l'humain et d'outiller le commandement et la prise de décision. C'est-à-dire que chaque liste de coordonnées permettre d'avoir déjà des visualisations, de dire ok en fait si je clique sur ces coordonnées, qu'est-ce que j'ai autour? Peut-être voir l'image du terrain qui est prise par un SAT, un drone, autre chose. Ensuite, c'est pouvoir donner à l'humain en fait peut-être un chemin de raisonnement, c'est-à-dire de dire en fait ces coordonnées d'où elles viennent, est-ce qu'elles viennent d'une note de renseignement, et en fait de pouvoir remonter. Pour prendre un exemple que tout le monde comprend, quand vous posez une question à ChatGPT, dire tiens, est-ce que vous avez demandé par exemple une information sur quelqu'un de connu, et dire, voilà, est-ce que c'est vrai que telle personne est associée à telle personne? Bon, si vous demandez à ChatGPT, il va vous donner une réponse. En soi,
Si vous ne posez pas de questions, il y a OK, bah, c'est ça la vérité. Si vous êtes suspicieux parce que, par exemple, vous êtes journaliste et puis vous voulez écrire un article et donc vérifier l'information, en fait, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la réponse de l'IA, en fait. C'est la réponse, mais en plus la source. Oui. Et donc, vous voyez que là, ce n'est même pas une question d'IA et d'explication, mais simplement de dire, voilà, j'ai telle information et voilà quelle est la source. Ce n'est pas l'IA qui explique nécessairement sa décision, en fait, c'est l'IA qui vous pointe le chemin et en fait, d'où sort la réponse qu'elle vient de vous faire. Et ça, c'est un choix parmi d'autres. Mais donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que tous ces outils, ils sont conçus par des ingénieurs avec des opérationnels. Et donc, la vérité de ce à quoi ça ressemble à la fin, elle n'est pas écrite, elle n'est pas très définie. Vous ne croyez pas qu'on va atteindre un point où les IA sont tellement efficaces que finalement, pour l'utilisateur, ça peut se transformer en acte de foi et où le résultat, on reprend l'idée de la liste de coordonnées de tir, elles agrègent tellement de données que nous, on n'est pas capable d'engranger et de comprendre que spontanément, l'officier qui va donner l'ordre du déclenchement du tir, il peut que être incité, plus c'est performant, il peut que être incité à lui faire confiance, et peut-être parfois une confiance aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que dans la question, il y a deux volets. Il y en a un qui est le contrôle effectif, et il y en a un qui est, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, qui est l'outillage de la prise de décision, l'appétence au risque, d'une certaine façon. Sur le premier volet… vous pouvez préciser ça? Justement, donc si on commence par le risque, c'est qu'en fait, dans tous les cas, je connais personne dans les forces qui prendra une décision sans savoir quel risque il prend. Et donc, en fait, ce qui est possible de faire, c'est de borner en fait, le risque. C'est-à-dire, en fait, voilà, l'IA… Quel que soit le scénario, en fait, le risque, c'est que, on va caricaturer très grandement, mais dire, OK, voilà, le risque que vous prenez en utilisant telle arme avec de l'IA, c'est de raser un carré de 1 km par 1 km. Oui. Bon, bah, si vous êtes au milieu du désert, que vous savez que grosso modo, parce que renseignement ou autre chose dans cette zone, il n'y a rien d'autre, bon, bah, au pire, c'est pas très grave. Et donc, ce qui est important, c'est pas l'arme, en fait, c'est pas l'IA. Ce qui est important, c'est d'outiller la prise de décision et de savoir quel risque le commandement prend en faisant usage d'une arme ou d'un outil d'IA. Et ça, c'est la partie non négociable, parce que dans notre approche de l'éthique, justement, il y a la place de l'humain et la place du commandement, et ça, c'est la partie qui n'est pas négociable. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, il y a un humain qui doit prendre une décision qui doit être éclairée. Maintenant, la décision éclairée, effectivement, ça ne veut pas forcément dire que l'humain va valider chaque truc individuellement, mais il a besoin de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe si jamais il laisse un algorithme lui proposer les choses dans sa globalité et ensuite qu'il veille les décisions. Et ça, c'est pas la même chose. Dans la conception, c'est pas la même chose. Et ensuite, le deuxième volet que je disais au début, c'est le contrôle de la machine qui est un sens, parce qu'effectivement, là, le travers que vous évoquez, c'est si jamais l'humain, en fait, il doit appuyer sur un bouton toutes les demi-secondes, oui, ça marche plus pas. Du contrôle. Mais en fait, ça, c'est pas une réalité qui est imposée par l'IA. En fait, ça, c'est une conception d'un système. C'est-à-dire que si moi, je conçois un système qui demande d'appuyer sur un bouton toutes les demi-secondes, il n'y aura pas de contrôle effectif, et donc, du coup, on tombe dans le travers que vous dites. Oui, donc, et puis l'expérience aussi nous montre que la vitesse étant peut-être le point clé de la guerre, encore une fois, les acteurs vont être incités à peut-être faire sauter ces garde-fous. Mais en fait, votre réponse que je trouve, à laquelle j'ai évidemment pas pensé, c'est que d'autres IA peuvent équiper les faiblesses de cette IA qui donne des conseils en lui donnant d'autres paramètres et puis en mieux équipant sa décision, quoi. Oui, et puis même en fixant des limites. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez planifier des frappes, en fait, vous fixez une zone et en fait, vous prenez la décision de n'autoriser les frappes que dans une certaine zone. Et donc, c'est pas grave que l'IA propose des coordonnées particulières dans une zone qui a été prédéfinie à l'avance. Mais du coup, en fait, vous avez transféré la décision du choix de la zone, enfin en tout cas de coordonnées précises individuelles, à un choix de zone. Et donc en fait, vous avez donné un périmètre dans lequel vous autorisez un certain usage de l'IA, et en fait qui lui aura été décidé. C'est ça là où je reviens, c'est que du coup, ce qui n'est pas négociable, c'est qu'à un moment donné, il doit y avoir une prise de décision. C'est juste que la prise de décision ne se fait pas forcément sur l'action individuelle. Et c'est ça, je pense, le truc le plus important. Et ça me fait penser à un cas, en plus, qui est celui qui est rapproché le plus souvent de l'IA, c'est l'usage de la bombe atomique. Quand il y a la décision des villes japonaises qui sont ciblées par la première attaque d'armes atomiques, il y avait une shortlist de villes, et en tête de cette liste, il y avait Kyoto, parce que c'était un conseil scientifique d'ailleurs scientifique et militaire, qui avait décidé que ce serait probablement là où il y aurait le plus d'impact psychologique. Et c'est le secrétaire à la Défense, Simpson, qui convainc Truman de ne pas viser cette ville parce qu'elle aurait un impact, parce qu'elle a une valeur religieuse, politique, culturelle trop importante. Donc là, à nouveau, on revient à ce que vous dites, c'est-à-dire
un décideur et un humain qui intègre au choix de l'IA sa perspective. Ça, dans la doctrine française, c'est vraiment enfin, c'est pas négociable. Enfin, dans nos valeurs, c'est clairement hors de question de faire autrement. Et je pense qu'il faut aussi, un comparatif qu'on peut se donner, c'est que je veux dire, le commandement militaire ne valide pas le positionnement de chaque soldat individuellement. Je veux dire, quand bien même, enfin, il n'y a pas de GPS sur chacun à chaque fois, mais je veux dire, personne n'imagine qu'un décideur militaire dise valide chaque mouvement. Oui, toi tu te mets là, je valide, toi tu te mets là, je valide. En fait, le commandement militaire, il donne des ordres, en fait, qui sont à un certain niveau. Ces ordres sont déclinés de plus en plus. Il n'y a pas de raison que le même mécanisme puisse s'appliquer dans le cadre de l'IA. Simplement, il faudra définir en gros quels sont les différents niveaux, mais la logique est la même. Et encore une fois, est à la charge du concepteur et du lien entre le concepteur et l'utilisateur. Dans Quartier Libre, moi j'ai un dada, c'est parler de commandement et comparer aussi avec du management. Vous avez vraiment cette position en entre-deux, entre les mondes, le monde militaire et puis le monde de la start-up. Là, vous venez de créer l'agence ministérielle de l'IA, c'est votre bébé, il est en phase de montée en puissance. Vous venez de Google, qui était à la base une start-up, qui a grossi. Là, vous êtes dans une armée qui est énorme, des 110 000 hommes pour l'armée de terre, je ne sais plus combien pour les armées ensemble. Est-ce que votre rôle, c'est pas faire l'inverse, essayer de retransformer l'armée en une start-up, et comment vous faites? Alors, effectivement, je pense que c'est peut-être le volet le moins évident, parce qu'on parle beaucoup d'IA, donc on parle beaucoup de technologie, d'algorithmes, de données, tout ça, mais en fait, il ne faut pas oublier, on en a un peu parlé sur la question de la place du commandement et la place de l'humain, c'est qu'en fait, avant d'être de la technologie, c'est des hommes et des femmes. Et donc, dans un ministère comme le nôtre, qui est un objet compliqué, effectivement, une grande partie de ma mission, c'est alors, je ne peux pas m'avancer en disant que c'est moi qui le transforme, mais en tout cas, c'est à minima d'aiguillonner et de contribuer à cette transformation, avec deux volets. D'une part pour que ça fonctionne, parce qu'en fait on fait atterrir de l'IA, enfin ma mission c'est de faire atterrir de l'IA en production et de les mettre dans les mains des opérationnels, enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et en fait pour faire ça, on voit bien que l'IA n'est pas complètement compatible du logiciel habituel du ministère. Et c'est pas Je pourrais pas commenter, mais vous avez certainement raison. Je pense que tous ceux qui nous écoutent le comprendront, mais c'est pas une critique en fait, c'est juste que c'est pas notre mode de fonctionnement habituel. C'est un problème d'échelle, vous avez besoin d'agilité, de recruter des gens qui sont... Et plus fondamentalement, c'est aussi une question de changement de paradigme. C'est-à-dire que moi, j'ai une thèse, là, pour le coup, qui m'appartient, enfin je suis pas le seul à l'avoir, mais qui est que le numérique, en fait, dans la guerre, le numérique prend de plus en plus de place. Et en fait, on a un ministère qui est essentiellement conçu et orchestré autour des gros objets physiques. Enfin, je veux dire, on fait des bateaux, on fait des chars, on fait des avions. Et donc, la guerre... Ou alors, si je peux me permettre, il y a d'un côté ces gros objets physiques, et de l'autre, on a des officiers qui sont surtout éduqués à comprendre les hommes, et à comprendre comment les hommes travaillent ensemble. Donc peut-être avec moins ce focus sur, enfin en tout cas moi à mon niveau, avec moins ce focus sur comprendre la technologie. Alors il y a deux choses. Là c'est vrai que je pensais surtout au volet ingénierie, c'est-à-dire que dans tous nos processus en fait, processus, usage de matériel et compagnie, enfin c'est très centré autour du matériel physique en fait. Et effectivement il y a le volet humain qui est encore autre chose, mais j'y reviens dans une seconde. Et en fait la guerre de demain elle va être numérique. Enfin elle est déjà numérique et elle continuera d'être numérique. Et donc en fait ce qu'on a aujourd'hui c'est un espèce de pivot en fait en disant en fait il faut qu'on fasse beaucoup plus de numérique et d'une certaine façon le hardware, le matériel n'est qu'une extension du monde numérique. C'est-à-dire que, enfin, et c'est pas une vision de l'esprit, c'est-à-dire que nos vies, chacun civil, en fait on voit bien la place du numérique, la place des réseaux sociaux, la place de nos smartphones. Enfin, c'est quasiment en tout cas c'est une partie très importante de nos vies et donc il n'y a aucune raison et c'est déjà ce qu'on voit que ce soit pas la même chose dans le contexte de la guerre. Et donc ça c'est un pivot déjà qui est difficile parce que ça veut dire que maintenant il faut penser le numérique et du coup l'IA avant penser matériel physique. Et ça, c'est très important. Juste pour l'imager, ce que vous dites, c'est qu'en fait, finalement, la guerre ou l'action dont on parlait tout à l'heure, elle commence dans un monde immatériel, elle commence dans le numérique, et elle a des conséquences pratiques sur le terrain, mais c'est pas l'inverse, quoi. C'est ça. Et en fait, ça a plein de conséquences, comme par exemple, demain, on parle beaucoup de drones, c'est-à-dire que demain, est-ce qu'il faut beaucoup de drones en très grand nombre, pas très cher, ou est-ce qu'il faut un super truc qui coûte des millions ? Et ça, en fait, la réponse est qu'il faut un peu de tout, en réalité. Mais du coup, on voit bien que du coup, avoir plein de drones coordonnés avec une certaine intelligence, ça a un autre effet par rapport à un vecteur très intelligent. Pardon, ça c'est un exemple. Et ensuite, effectivement, donc ça déjà, c'est une explication de pourquoi c'est un pivot et pourquoi c'est difficile pour une organisation comme le ministère et comme beaucoup d'entreprises d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir ce problème.
Et ensuite, il y a une question humaine, effectivement, parce que ensuite, c'est des gens, des processus, des habitudes, une culture, une façon de faire. Et avec l'IA, ça nous impose de repenser une partie de nos métiers, par exemple. C'est qu'on a parlé de la place, effectivement, du décideur. Bah, demain, le décideur, en fait, outillé avec de l'IA, il fait probablement pas le même métier qu'il fait aujourd'hui. Et donc, il y a tout ce changement qui, de toute façon, qui est toujours la partie la plus compliquée. Le changement, l'accompagnement du changement, la transformation, quelle que soit l'organisation, c'est toujours la partie la plus compliquée. Et donc ça, indirectement, c'est un sous-jacent de ma mission. Là, vous sentez que vous avez des résistances, je dirais, culturelles ou d'état d'esprit? Non, au contraire, je pense que en fait, il y a une difficulté intrinsèque. C'est-à-dire que quand bien même on est tous d'accord, c'est pas magique, il ne suffit pas de claquer des doigts et de dire bah, maintenant on fait différemment. Donc il y a encore une fois tout un accompagnement du changement qui doit se faire dans la durée. Par contre, quand je dialogue, on recevait à l'agence le chef d'état-major de l'armée de terre il y a quelques jours, on voit bien que d'un point de vue philosophie et direction demain, on est parfaitement aligné sur ce qu'on dit. Maintenant, la question, c'est comment on y va, à quelle vitesse et par quels moyens. Mais par contre, je pense que sur la manip d'ensemble, si je veux le dire comme ça, en fait, tout le monde est d'accord. Maintenant, la question, c'est comment on le fait et comment on emmène toute une structure comme celle-ci. Alors moi j'ai forcément une sensibilité à l'éducation parce que c'est un peu comme ça qu'on crée des cultures sur le long terme. Et puis pour moi l'école d'officier n'est pas si loin. À l'école d'officier, si je dois le résumer en une phrase, moi on m'a surtout appris à comprendre les humains et comprendre comment on les fait travailler ensemble. Est-ce que bientôt le rôle de l'officier ce sera surtout de comprendre la technologie et comment on la fait travailler à notre profit? Alors ce sera les deux, il ne faut pas non plus faire du tout technologie. Mais c'est bien le sens aussi de faire venir des militaires à l'agence. C'est-à-dire qu'il y a d'une part évidemment cette partie technologie, compréhension du terrain qui est évidente, mais en fait d'un autre côté c'est aussi une école de formation des officiers qui demain en fait effectivement vont commander des opérations qui auront de l'IA, du numérique un peu partout. Et donc cette acculturation en fait qu'on fait chez nous et qui peut se faire par d'autres façons, moi je suis convaincu que c'est un élément très très important qui fait que demain on a besoin d'avoir des officiers qui comprennent le numérique, qui comprennent l'IA. Le deuxième élément, c'est que on est basé à Bru en Bretagne et donc on est voisin avec Saint-Cyr-Côte-Quidan. Et donc évidemment qu'on a bien en ligne de mire sur ce qu'on est en train de construire. En fait, on discute déjà de choses sans les défricher aujourd'hui. Et on voit bien que la formation des élèves officiers, ça va être extrêmement important demain. Et donc on a bien dans l'idée de dire qu'il faut que les officiers qu'on forme dès aujourd'hui soient de plus en plus acculturés aux questions de numérique et d'IA. En plus, là, vous évoluez, je le dis parce que je ne connais pas très bien, je ne suis pas allé sur place, mais il y a un cluster aussi de beaucoup d'activités cyber, pas seulement sur l'IA autour de Rennes. Tout à fait. Alors ça m'amène à un sujet qui est un autre de mes dadas, c'est les ponts entre les expertises civiles et militaires, et là spécifiquement entre des scientifiques et des soldats. Alors là, c'est une conviction personnelle, mais je suis un peu historien et j'adore ce qui s'est passé à Los Alamos, donc autour de la bombe atomique, et après l'opération Apollo 11. J'ai l'impression que les deux plus grosses conquêtes de l'humanité, la conquête de l'atome, la conquête de l'espace, d'un côté, c'est des militaires qui ont organisé des scientifiques à Los Alamos, et pour Apollo 11, c'est des scientifiques qui ont posé un soldat sur la Lune. Est-ce que ça fait partie de votre job, essayer d'organiser ce lien entre scientifiques et soldats? Oui, tout à fait. Je pense vraiment, encore une fois, je reviens sur cette idée d'avoir de la militarisation à l'intérieur de l'agence et cet essaimage et en fait cette diffusion de la culture. En fait, c'est précisément pour faire ça. Là où l'IA n'est pas tout à fait comparable, c'est que ça a ce côté un peu vaporeux, numérique, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet très attrapable, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. Mais par contre, la logique est la même, c'est-à-dire que c'est à la fois mettre des scientifiques avec des soldats pour comprendre ce que c'est le terrain, pour comprendre ce que c'est que la réalité, et du coup se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cette technologie et qu'est-ce que cette technologie nous apporte de concret sur le terrain. Et à l'inverse, c'est moi en tant que décideur, moi en tant que soldat, comment j'intègre cette technologie dans mon quotidien, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça change aussi dans ma vie quotidienne. Et donc je crois assez, et c'est dans ma mission d'ailleurs sur cette, alors on dit acculturation du ministère autour de l'IA, mais c'est vraiment cette rejointe et faire en sorte que la distance entre l'opérationnel et le développeur de la technologie soit zéro en réalité. Et ça, je trouve que ça répond aussi à la question. En fait, tout à l'heure, on a dit qu'il faut transformer l'armée en start-up. En fait, quelque part, et tout à l'heure, j'ai envie de vous demander, pourquoi pas faire une start-up? Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas rester privé? Je crois qu'il y a des États qui ont fait ce choix-là de moins coordonner par un État. Et là, une des manières de répondre à ça, c'est aussi l'envie d'agréger des soldats, non? Alors,
Juste faire une parenthèse, parce que c'est vrai, quand on dit start-up, il y a une caricature que je pense n'est pas applicable dans notre cas, c'est, enfin, le ministère ne sera jamais une start-up. Ça n'a jamais été la question et ce serait une mauvaise idée, accessoirement. Par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à être une structure aussi grosse qu'on est, mais avec la souplesse et l'agilité qu'une petite structure a. Et en fait, je pense que c'est ça la clé. C'est comment on fait pour faire rejoindre ces cultures et pour être à la fois gros, structuré, efficace, mais en même temps arriver à avoir des logiques beaucoup plus agiles et beaucoup plus, alors on dit bottom-up, c'est-à-dire que provenant du terrain, pour faire en sorte d'être au rendez-vous de ce dont on a besoin de faire. Donc on n'a pas du tout ambition à être une start-up. Bah, une start-up, en plus, elle a souvent 90% d'échecs. Si le ministère des Armées avait des coefficients pareils, on aurait des problèmes. Mais c'est un truc très important parce que je pense que justement, en fait, laisser la place à l'échec, c'est très important. Parce que je peux vous dire que ni moi ni personne, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, j'aurais jamais parié sur l'IA générative en 2022. Donc, si c'était moi qui avais écrit la stratégie, j'aurais jamais, c'est pas la peine. Enfin, il faut aussi partir du principe que personne n'a la vérité de ce qui se passera demain. Personne n'a de boule de cristal. Et donc, il faut justement outiller l'échec. En fait, il dire que l'échec, c'est normal. Et en fait, si on n'a pas d'échec, c'est qu'on n'a rien fait, c'est qu'on n'a pas travaillé, donc c'est qu'on n'est pas au rendez-vous. Et donc ça, c'est important culturellement. Bon, vous êtes modeste parce que le rapport de 2017, je pense que vous étiez parmi les rares à être précurseur dans ce domaine aussitôt. Du coup, vous recrutez. Si vous avez un message, est-ce que vous pouvez nous dire de quel métier vous avez besoin au sein de l'agence? Alors, l'agence, c'est d'une manière un arsenal, mais donc c'est une boîte d'ingénieurs. En fait. C'est des gens qui font de l'IA. Donc, tous les profils qui travaillent, en gros, dans tous les sujets données, IA, ingénierie autour de l'IA, de l'algorithmie, en fait, tous ces profils-là, on aura une grande utilité pour, en tout cas, dès 2026, parce que déjà 2025 commence à être avancé d'un point de vue recrutement. Mais en tout cas, on a toutes les opportunités pour travailler sur tous les projets du ministère. Et d'ailleurs, du plus physique, parce qu'on fait aussi un peu de robotique, et donc tout ce qui est électronique, embarqué, etc., on fait aussi, jusqu'à les algorithmes d'IA les plus avancés. Donc on a vraiment tout le panel pour que les gens qui sont compétents en matière d'IA puissent s'éclater. Vous avez même mentionné tout ce qui est expérience utilisateur et comment l'amener aux soldats, donc pas forcément juste du hardware. Exactement. Je voudrais terminer par un exercice de pensée parce que ça peut nous donner peut-être des clés sur le futur de l'IA ou comment elle va se transformer. Je fais encore le parallèle avec l'arme nucléaire parce que c'est une révolution dans le champ de bataille et je trouve que c'est peut-être comparable. Au moment où les premiers physiciens comprennent, donc je crois que c'est Léo Szilard il comprend qu'il va y avoir une possibilité de réaction en chaîne atomique qui peut être militarisée et utilisée par des armées pour faire des destructions. Immédiatement, parce qu'il est un moment d'escalade vers la guerre, il comprend tout de suite que cette invention va avoir un rôle et qu'elle peut avoir des conséquences dramatiques. Je me demandais si, pour l'IA, on était à nouveau dans cet état d'esprit, c'est-à-dire, je me demandais si les gens qui le développaient étaient dans la même disposition d'esprit d'Einstein, qui tout de suite a alerté notamment le président américain pour lui dire que l'Allemagne nazie était probablement aussi en train de faire les mêmes découvertes et en train de développer les mêmes outils. Ça a peut-être aussi accéléré le développement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me demande si ces découvertes physiques auraient pu avoir lieu à un moment de paix et du coup pas avoir du tout le même tournant. Est-ce que pour l'IA, vous imaginez des choses comme ça? Je pense que là, on peut tirer un parallèle, effectivement, c'est que dans cette mutation de ce que moi je perçois comme étant la guerre de demain, encore une fois, avec le numérique au centre, avec l'IA au centre, avec éventuellement de la robotique au centre, la guerre de demain n'étant pas la même, je pense que le parallèle, c'est que l'impact sera similaire d'un point de vue stratégique et puis opérationnel. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, et c'est la thèse du ministre, c'est que l'impact de l'IA sur le champ de bataille ressemblera à l'impact de la bombe nucléaire sur du coup, ce qui est devenu la dissuasion nucléaire ensuite. Le futur nous donnera raison ou tort, on verra, mais je pense profondément qu'effectivement on est sur une rupture à peu près de la même envergure. Après la question c'est jusqu'où on va aller et surtout driver, parce que en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que ce n'est pas développer la technologie pour la technologie, c'est parce qu'en fait, il y a une question de se défendre en matière de conflit notamment. Donc la question, c'est que vont faire les autres. Et en fait, le sens de l'histoire quand même, c'est que la militarisation de l'IA sur le champ de bataille, c'est déjà une réalité. Et donc en fait, forcément, on est tiré par ce que nos adversaires vont faire. Peut-être que ça imitera le paradoxe de l'arme nucléaire, c'est-à-dire qu'il fallait attendre la maîtrise et
un élément décisif qui montre ses conséquences pour le public, pour que ça déclenche des idées de non-prolifération ou de gouvernance ou de maîtrise? Alors là, je pense que c'est un terrain où, pour le coup, c'est différent, parce que l'IA, justement, n'a pas cette unité d'objet. En fait, Ouais. c'est que c'est pas un objet, c'est pas un truc qu'on envoie. L'IA, c'est un truc qui est diffusé, on en parlait, qui sera dans les bateaux, dans les avions, dans les chars. Une diversité d'outils. Voilà, et donc qui vont Ouais. tous concourir à quelque chose. Donc je pense que c'est pas, pour le coup, ce sujet-là ne sera pas différent demain de ce qu'il est aujourd'hui. Ah, ça faisait partie des questions sur l'IA générale, mais je vais la réserver pour les questionnaires de fin d'interview. Donc, 2 questionnaires. D'abord, un questionnaire à questions rapides. Moi, j'appelle ça le questionnaire réaction flash, QRF. L'idée, c'est que vous me répondez comme un soldat. Il n'y a pas de peut-être. C'est oui, non, alors, ou affirmatif, négatif. Et si jamais le joker, c'est reçu. Parce que vous savez, un soldat, quand il peut pas dire oui, quand il veut pas dire oui, mais qu'il peut pas dire non, il dit reçu à son chef. On est parti ? Top. Alors, les IA vont-elles prendre des décisions de tir? Non. La guerre du futur sera-t-elle gagnée par des mathématiciens? Oui. La France est-elle bien placée dans la course aux IA militaires? Oui. Le futur porte-avions aura-t-il des IA embarqués? Oui. Le fantassin? Oui. Faut-il offrir un abonnement Le Chat à tous les soldats? Oui, mais ça coûte cher. L'IA, c'est des Français, ils nous feront crédit. L'IA va-t-elle mettre beaucoup d'officiers au chômage? Non. C'est marrant, j'ai pas la même intuition que vous. Auriez-vous pu devenir militaire? Non. Des IA prendront-elles la décision de tuer? Non. L'IA générale verra-t-elle le jour? Reçu. Faut-il développer l'IA civile en source ouverte? Là, Oui. on parle de l'IA civile. Oui. Les IA sont-elles une bonne nouvelle pour l'humanité? Oui. Les IA sont-elles une bonne nouvelle pour le soldat? Oui. C'est peut-être d'ailleurs un peu incompatible. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question parmi celles-ci que vous voulez développer? Je pense que oui, sur la partie est-ce que la guerre demain va être gagnée par des mathématiciens? J'ai dit oui, mais en fait, ça va être. Enfin, les mathématiciens ne feront pas la guerre, mais en fait, c'est juste que dans le rapprochement opérationnel, concepteur, en fait, c'est ça à la fin qui fera qu'on sera efficace et qu'on sera plus fort. Je voulais dire, typiquement la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas été remportée par des physiciens, mais il y a eu un acte fort. Et là, la notion de calcul devient clé, comme vous l'avez dit. Je termine avec un questionnaire. Là, vous pouvez avoir des réponses un peu plus élaborées. Donc, à la Bernard Pivot. Bertrand Rondepierre, si vous étiez un expert en camouflage, qu'iriez-vous espionner? Les laboratoires de recherche que j'ai quittés. Donc, pas les Chinois? Non, les Américains. Ok. Que répondez-vous à la petite voix qui vous dit abandonne? Jamais. Votre juron, gros mot ou blasphème favori, et vous avez droit aux langues étrangères. Je m'abstiens de jurer en public. C'est votre droit. Votre patrie si ce n'était pas la France. Compliqué. Reçu. Reçu. Ok. La devise que vous graveriez sur votre épée. J'ai pas de dogme, rarement. Donc compliqué pour moi de me faire une devise, si ce n'est que rien n'est impossible. Vous prenez la tangente et qui, je crois, est le nom des épées qu'on vous donne Ouais. à Polytechnique. Ouais. D'accord, alors on va prendre la tangente. Au nom de quoi pourriez-vous mourir? Je pense que c'est une réponse qui pourrait être très présomptueuse en réalité parce que c'est très facile de donner une réponse et je pense que c'est pas du tout pareil d'y être confronté. Ouais. Mais j'aimerais penser en tout cas pour l'intérêt général, l'intérêt de mon pays. Et enfin, si le diable marchait avec vous, que lui diriez-vous? T'es qui toi? Ça marche. Bertrand Rondepierre, merci beaucoup. C'est hyper sympa de vous avoir là et puis de pouvoir discuter avec quelqu'un qui, à la fois, comprend la technologie et puis se pose des questions éthiques autour d'elle. Donc, encore merci. Si vous êtes toujours avec nous, ça prouve que tous ces sujets vous intéressent. Donc, je peux que vous recommander d'aller voir d'autres vidéos de Quartier Libre. Un soldat pose des questions à des leaders civils et militaires. Je tiens à dire que Bertrand Rondepierre sera présent au forum Vivatech qui aura lieu dans les prochains jours. Là, on parlera de robotique, d'IA, de tout ce qui a à voir avec le numérique pour les civils comme pour l'armée. Pour m'envoyer des idées d'invités ou des questions à leur poser, vous pouvez me contacter sur mes réseaux sociaux, Capitaine Bro, BRAULT, et retrouver les épisodes sur la chaîne de l'Armée de Terre Recrute. Merci à tous et à bientôt. Armée de terre, peux-tu le faire?
Pour le savoir, s'engager.fr. L'armée de terre recrute 16 000 soldats et 5 000 réservistes par an et forme à plus de 100 métiers.